Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant sur 95.2 dans quelques instants, épisode 1 pour cyberculture avec Ra via Skype, avec Thomas et avec William dans quelques instants, donc juste avant le générique. Et je voulais simplement vous dire à vous qui êtes habitués de ce chat les samedis entre 14h et 16h qu'il est ouvert jusqu'à 18h, donc vous avez été jetés, vous pouvez de nouveau revenir parmi nous sur le chat.rim952.fr. Générique, c'est parti. Radio Ici et Maintenant 95.2, bonjour et bienvenue à tous. C'est l'émission Cyberculture. Thomas est là. Bonjour, rebonjour Thomas. Bonjour Olivier. En tout cas, c'est pour ceux qui débarqueraient seulement maintenant sur l'antenne de Radio Ici et Maintenant. Je rappelle que le chat est ouvert, chat.rim952.fr pour intervenir, interagir dans le cadre de cette émission. Évidemment, vous aurez, comme d'habitude, la possibilité de nous appeler au 08 92 23 95 20, un nouveau magazine qu'on vous propose avec Thomas. Ce sera une mensuelle pour commencer, cyberculture avec un sujet, les démo makers. Vous devez ce premier sujet à Thomas qui va tout de suite nous présenter ces deux invités du jour. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir William. Salut. Salut, bonjour William, de son pseudo qui était Sergent Slayer. Sergent Slayer. Du groupe X-Men. Du groupe X-Men, exactement. Donc c'était un groupe français, il me semble. Oui, c'est un groupe français, oui. D'accord. Et mon autre invité, Olivier Béchard, qui est artiste peintre actuellement et qui a participé à la scène démo française via le groupe Noon. Alors j'espère que je prononce bien. Alors Olivier, vous êtes là ? Oui, je suis là. Salut Olivier. Bonjour. Salut Ra. Salut William. Ça va ? Alors Olivier, je vais juste vous demander si vous avez la radio d'allumer ou le son de la radio de l'éteindre. Actuellement, non. Non. Je suis en micro. D'accord. Alors je vais essayer de faire en sorte de régler ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas cet écho tout à fait désagréable. Donc Olivier, ravi de vous recevoir sur l'antenne de Radio Ici et Maintenant. Une émission sur les démo makers sur une radio associative parisienne. On n'en avait pas entendu depuis quelques temps, j'imagine. Ouais, c'est ressorti du placard. Hein. Bah oui et non, parce que sur No Life, il y a une émission qui s'appelle Temps Réel aussi, qui Oui. parle, vous pouvez retrouver l'esprit démo aussi sur cette chaîne-là. D'accord, mais il me semble que Temps Réel n'existe plus depuis Oui, ça quelques s'est arrêté, temps. oui. Ça s'est arrêté. D'accord. Alors, ce qui serait sympa, c'est que Thomas, tu nous présentes un petit peu la scène des démo makers. De quoi on parle exactement, Oui, parce déjà, de que quoi on parle. les petits jeunes qui ont débarqué sur l'internet dans les années 2000 n'ont peut-être pas forcément la connaissance qui leur permet aujourd'hui de savoir quelle a été cette scène dans les années 90, à quoi elle a servi, quelle était sa philosophie et de quelle culture elle participe. D'accord, bah, une définition très simple, très wikipédiesque. Donc la scène démo ou démo-scène en anglais, qui est une sous-culture informatique, donc au sens culture utilisée underground, qui a pour but la création artistique sous forme de programmes fondés sur 3 domaines, la musique, assistée par ordinateur, l'infographie ou la programmation. Et la démo est en quelque sorte une démonstration des talents de leur auteur. Donc c'est dans cet esprit-là qu'on va se positionner sur l'aspect artistique, sur l'aspect talentueux de ces démo makers. Et c'est pour ça que nous recevons ces deux invités. Donc William et Olivier, Ra, pouvez-vous nous dire votre définition à vous du démo maker? Qu'est-ce que c'est pour vous?
Je t'en prie, William, tu commences? Bah, la définition d'un démo maker, on pourrait quand même commencer par l'origine. L'origine, ça date de la fin des années 90, où en fait ça a commencé par les crack-throws. Introduction, définition de la crack-throw, c'est simple, c'était les introductions des pirates devant les jeux vidéo. Par la suite de l'évolution des crack-throws, ces gens-là, donc ces crackers entre guillemets, développeurs, programmeurs et graphistes, sont détachés vers de la création dite numérique pour créer des clips dits réalisés en temps réel. Donc on va avoir, comme on t'a expliqué tout à l'heure, le côté graphiste, le côté programmeur, mais qui est plus un monteur. On pourrait le définir, c'est un artiste, un développeur artiste, c'est un peu bizarre. Mais bon, et par la suite aussi les musiciens. D'accord. Dans ce que vous entendez par temps réel, faut que les auditeurs fassent bien la différence entre une vidéo temps réel et une vidéo comme sur YouTube. La vidéo temps réel, elle est calculée en direct par l'ordinateur en fait. Ce que vous voyez à l'écran, c'est l'ordinateur qui vient de le calculer. Et c'est là la grande force que ces démos peuvent elles peuvent avoir un poids très très négligeable, mais pourtant faire énormément de choses à l'écran. Parce que Effectivement. c'est calculé en temps réel. Et c'est totalement différent des vidéos par exemple DreamWorks, parce que nous regardons la vidéo après calcul sous forme de fichier vidéo en fait. Donc faut bien voir cette différence et c'est pas du tout la même performance. Faut bien avoir ça à l'esprit tout le long de l'antenne. Et c'est aussi quelque part, on pourrait le comparer, imaginez-vous un jeu vidéo, mais c'est un détournement d'un jeu vidéo qu'on transforme en clip vidéo. D'accord. Alors je Voilà. voulais dire qu'Olivier est avec nous là. Olivier? Vous m'entendez là mieux? Ouais, Ah, ça beaucoup va mieux. oui. On t'entend mieux. On est passé sur le mode traditionnel. Parce que là, Informatique, ça marche pas tous les jours. et non, ça marche pas tous les jours. Et pourtant a priori, bon, bref, peu importe. Donc Olivier, comme je le rappelais tout à l'heure, ravi de te recevoir sur l'antenne de Radio Ici et Maintenant. Tu as des choses déjà à ajouter pour présenter la scène Demo Maker Oui, personnellement, moi, c'est au niveau de la motivation des gens quand ils ont commencé, d'un côté, ils jouaient à des jeux vidéo, et de l'autre côté, ils voyaient des films qui commençaient avec quelques petits effets spéciaux. Et au niveau de cette motivation, ces gens recherchaient en fait un support d'expression, quelque chose qui leur permette, entre guillemets, d'exister, et quelque chose qui se rapproche de la vidéo, quelque chose qui se rapproche du jeu vidéo, quelque chose qui se rapproche de ce qu'ils aimaient finalement. Non, c'est ça. C'est un état d'esprit aussi, c'est important. On ne fait pas que. C'est une famille aussi, la démo scène. C'est un esprit, c'est pour ça que parfois on peut parler d'esprit démo, au sens où on se retrouve tous dans des conventions informatiques. Donc ça, c'est important aussi de définir les conventions informatiques, Oui. où on se retrouve pendant 3 jours avec des challenges et des compétitions, dont Ra est spécialiste du top 1 pour arriver premier et rafler tous les prix. Oui, oui. Ouais, en général, bon. Enfin, sauf quand c'est quelqu'un qui fait quelque chose de bien, c'est toujours pareil. Bon, si le système de vote a été piraté, ça je peux pas savoir. Mais bon, voilà, donc il y a des systèmes de compétition pour pouvoir se juger, se jauger, et aussi en même temps dans ces systèmes de compétition, dans ces quelques jours de conventions qui se font régulièrement en Arles, régulièrement sur Paris, régulièrement dans les autres pays étrangers. Les gens aussi cherchent la motivation et trouvent aussi du répondant, trouvent des questions de haute technicité, on va dire. Exactement. Toutes ces réponses font qu'évidemment ils avancent encore plus rapidement, mieux. Et c'est une sorte de coaching mutuel, on va dire. C'est une sorte de fratrie. C'est un mouvement populaire. Alors là, c'est pour le côté émulation, battle, hein, c'est comme ça que vous les appelez? Tout à fait. Oui, il y peut a. imaginer- Excuse-moi. Non, vas-y. Hein. On peut imaginer juste que il y a deux choses qui s'affrontent dans le côté underground, entre guillemets, quelque chose qui est un peu moins underground, c'est les LAN parties. Ouais. Et il y a les démo parties qui sont basées finalement, les LAN parties ont été créées par les démo makers, les démo parties, et au final, on a les mêmes systèmes que dans les LAN parties, c'est des compétitions et des compétitions et des jours de compétition.
Alors quand je vous écoute et quand j'écoute Thomas lorsqu'il nous présentait là dans l'émission juste avant la philosophie ou en tout cas le défi technique sur lequel reposait votre travail et repose toujours votre travail, on a quand même un petit peu envie de faire un parallèle avec ce qui définit le hacker. À savoir ce type qui au final n'a qu'un seul but et intérêt, c'est de détourner de son sens initial ou en tout cas d'aller au-delà des caractéristiques techniques et de ce qu'a priori devrait permettre une machine ou une technologie à un moment donné. Exactement, exactement. On a connu ça avant, on va dire, l'explosion du PC. C'était à l'époque donc je vais commencer par dire Amiga parce que sinon je vais me faire frapper sur les doigts. Pourquoi Et Atari, non, parce que j'ai des personnes ils vont crier Atari, Amiga, etc. Bon, parce qu'il y avait une espèce de combat à l'époque. Ouais. Entre l'Amiga 500 voilà, et puis et Atari. Ouais. Et bon, c'est deux cousins avec deux processeurs identiques de chez Motorola à l'époque, les fameux 68000. On s'aimait pas trop et on se challengeait. À chaque fois, on disait qu'Amiga c'était mieux qu'Atari, etc., etc. Et un exemple, par exemple, sur Atari, pour ceux qui connaissaient à l'époque cet ordinateur, la possibilité de voir par exemple une image sur l'écran, on n'avait pas tout l'écran. C'est-à-dire qu'on avait juste une espèce de petit, voilà, etc. Et des développeurs, des programmeurs, des passionnés de démos ont commencé à traficoter l'Atari. En utilisant un langage de programmation que je vais définir qui s'appelle l'assembleur. Aujourd'hui, vous pouvez connaître le basique, etc. Et l'assembleur, c'est le langage le plus près de la machine. Donc forcément, ils pouvaient accéder facilement à toutes les capacités de la machine et pousser à bout les capacités de la machine. Et là, un gamin de 15 ans a réalisé un plein écran. Un ingénieur de Châtard dit ce n'était pas possible et à partir de là, de fil en aiguille, des challenges se sont créés. Peux-tu nous expliquer quelle était un peu son astuce pour réussir à faire du plein écran? Son astuce, c'était, je vais vulgariser pour mieux comprendre, sur un ordinateur on a des résolutions d'écran. Donc on va avoir le 320-240, le 640-480, etc., etc. Cette astuce, c'était de passer très rapidement dans toutes ces résolutions-là, et bien sûr de respecter, on va dire, le hardware entre guillemets, et par ce fait, il a réussi à faire ce plein écran. D'accord. Ah oui, c'était une belle prouesse. C'était une belle prouesse, oui. Et après, on a eu d'autres prouesses, la prouesse aussi de la disquette. Alors la disquette, de mettre un clip ou une petite démo sur le boot secteur d'une disquette. C'était des défis. Alors qu'aujourd'hui, une disquette, vous savez que ça fait à peu près 1 méga 4 ou 720, à l'époque c'était 720, et il y avait une prouesse de faire à chaque fois des prouesses, des prouesses et des prouesses. Voilà, c'était le défi. D'accord. Moi j'ai une petite question. Oui. Enfin, quand ça a apparu, on va dire début 80-90, Oui. grosso modo, à l'époque il n'y avait pas Internet. Du coup, Ah. je suppose que vous communiquiez par voie postale en envoyant des disquettes. Alors, il y avait plusieurs possibilités. La première possibilité, c'était, c'est ma bonne blague d'ailleurs avec la fin de Mega Upload. C'était retour à la disquette par la poste. Donc, on avait cette possibilité effectivement de scotcher ces disquettes dans des enveloppes de grand format et on envoyait tout par la poste. Et c'était notre premier Mega Upload, la poste à l'époque. Et par la suite, je vous rappelle aussi qu'on avait le Minitel. En parallèle, c'était notre moyen de communication sur un réseau d'époque qui s'appelait RTL, Ouais. et c'est comme ça que j'ai pu connaître l'ensemble de la scène française. D'accord. Tout en faisant une évolution sur les serveurs BBS, où c'est là où on avait les fameuses connexions et les diffusions, et on se diffusait, c'était avant l'internet, on diffusait tout par modem. Voilà. D'accord. Ouais, ok. Et dans cette... Enfin, comment t'as fait concrètement pour te retrouver dans ce milieu à la base? Enfin, à mon avis, c'était par connaissance. C'est par connaissance. À un moment donné, on fait des connaissances, on crée des groupes. Je suis rentré dans un premier groupe d'époque où là, j'ai commencé à me faire des connaissances. J'avais mon premier pseudo. Je me rappelle même plus tellement qu'il est ridicule. Je crois que c'était Commando 42 ou un truc comme ça. C'était le pseudo de l'époque. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à connaître des groupes dans la scène. D'accord. Commando, c'était par rapport aux jeux vidéo de l'époque, je suppose. Oui, exactement. C'est les références de geek. Exactement, très bon jeu vidéo, cela dit en passant, quoi. Donc voilà, bon, on a défini à peu près le contexte, et bon, les cracks intro, qui étaient un peu l'évolution des crackers avant de se diriger vers la démo scène. Et peux-tu nous parler un peu des démos parties?
Donc j'ai vu que les démo parties les plus grandes, elles viennent des pays scandinaves. Exactement. Mais avec The qu'en Party, hein. était-il en France dans les années 80-90? On avait une scène, on avait des conventions informatiques. Il y avait deux têtes. Il y avait les Saturnes qui étaient sur Paris, hein, dans la région de Chelles, qui étaient organisées par le même groupe, un groupe amigaïste, où on rassemblait à peu près entre 500 et 600 personnes de la France et venant de toute l'Europe, donc d'Allemagne, de Finlande, de Pologne, etc., etc., etc. On a eu aussi donc il y en avait à un moment donné, on a eu des pics et subitement, avec la venue du PC, il y a une espèce de lassitude, je pense, et il y a eu moins de coding parties en France. La dernière de grand nom qui a pu avoir, même Bara était là, c'était donc la Main dans la région de Arles, où à l'époque, où pendant une durée de 3 jours. Donc la dernière s'est passée en 2010, où là, on s'est retrouvés tous et c'était toujours et bien sûr international. D'accord. Euh, Du coup, dans ces démo parties, je suppose qu'il y avait différentes catégories pour Exactement. gagner un prix. Oui. Donc, peux-tu nous en dire plus? Alors, ça se divisait par plusieurs catégories. On va avoir les catégories de graphistes. Donc ça, Sarah pourrait en parler. Tout ce qui est côté réalisation d'images. Sarah, es-tu là? Non, il y a un petit problème. Nous D'accord, sommes problème tous les deux technique. pour le moment. D'accord. Par la suite, on aura tout ce qui est concours. Alors on va parler démo avant de parler composition. D'accord. On va parler des intros. Les intros, c'est la partie, je pense, la plus intéressante parce que c'est un petit peu la conservation du challenge et du défi sur PC, Amiga, Atari, parce que c'est pas pour dire, même si aujourd'hui Amiga et Atari c'est un peu mort, il y a quand même des passionnés qui continuent à programmer dessus. Donc parlons donc de cette partie intro. Les intros, le but, c'est de réaliser avec la taille la plus petite d'octets. Donc on avait les 4K, les 64K. Alors je m'explique. Avec 4 kilooctets, il faut aujourd'hui donc réaliser une démo avec de la musique. Donc vous allez me dire, en 4K, c'est impossible. Ouais, parce que 4K, si on fait un fichier TXT de base, Exactement. 4K, bon, il y a 2-3 phrases, enfin, ça va pas plus loin. Exactement. Mais avec, on va dire, on peut le comparer en 2-3 phrases. Aujourd'hui, je vous invite à aller voir sur Demosen TV les capacités de ce que ça représente. Vous pouvez télécharger, je vous invite à aller sur poet.net où vous pouvez retrouver les démos, les télécharger pour votre PC. Bien sûr, il faut avoir un PC minimum avec une bonne carte graphique pour pouvoir l'exécuter. Et vous allez vous apercevoir qu'avec 4K, on peut faire quelque chose d'extraordinaire. Donc allez voir donc sur poet.net, c'est comme poète, c'est poet.net. Alors les 64K c'est dans le même état d'esprit. Alors à l'intérieur de ces 64K, on peut faire de la 3D, de la musique. Alors vous allez me dire, de la musique qui tient sur 64K, c'est impossible. Ces gens-là fabriquent, en tant que programmeurs et développeurs, vont fabriquer des générateurs de grosses caisses, un petit peu comme comme pour un artiste, un musicien, pour générer la ligne de basse, générer la cymbale, etc., etc., à partir d'algorithmes. D'accord. Là, donc on revient encore sur l'aspect temps réel. Même Exactement. la musique est Voilà. totalement en temps réel. Hormis, même les partitions peuvent être parfois générées. Généré, Oui, carrément. oui. D'accord. Et dans la catégorie, par exemple, 64 4K, enfin, quelle était la grosse astuce vraiment pour pouvoir réussir à faire tenir une démo L'astuce, elle est dans la partie algorithmique. Donc c'est très simple, c'est une espèce de formule mathématique qui va vous permettre de prendre un exemple, par exemple, d'une fractale, si vous voyez ce que c'est qu'une fractale avec les courbes de Bézier. Donc je vous invite d'aller sur Google ou sur Wikipédia pour comprendre un peu plus ce que ça représente. Et ben ça, c'est un algorithme qui va vous permettre de générer à l'infini une image. Une image dite fractale. Vous pouvez faire un zoom dessus, etc., etc. Des gens qui ont fait par exemple des 64K ont fait des représentations en 3D et on se baladait à l'intérieur, etc., à l'infini. D'accord. Donc c'est algorithmique. Il y a une astuce, c'est l'algorithmique. D'accord. Alors, je suppose qu'il y avait non seulement les astuces algorithmiques, mais aussi les solutions, enfin les astuces hardware. Oui. Parce qu'à certains moments, enfin par exemple, je reprends souvent l'exemple de John Carmack pour Quake 3 qui avait sorti une variable remarquable pour calculer les racines carrées. Et en fait, il s'est appuyé sur une valeur hardware pour sortir cette valeur.
Et du coup, il s'était rendu compte que les temps de calcul étaient limite divisés par 2. Donc je suppose que c'était des astuces de ce même Akavi. Il y a des astuces, oui. Quoi qu'il arrive, il y a des astuces. Ce genre de choses, c'est un peu caché parce que les codeurs sont un peu, on va dire, frileux là-dessus. Un jour, j'ai une anecdote, je me suis mis derrière un codeur, il a pas trop apprécié. Il pensait que j'allais voler son code source. D'accord. Oui, parce que Et j'étais simplement là en train de... ouais, faut bien faire Voilà. la différence. Dans la scène démo, c'est pas open source. Non, c'est pas C'est pas open open source. source, c'est pas la philosophie de la chose, c'est vraiment du travail et montrer, entre guillemets, une preuve de force qu'on est un peu meilleur que son voisin. Exactement. Et ce qu'il faut comprendre aussi, selon les conventions informatiques, il y a des prix avec des sommes d'argent à la fin. C'est-à-dire que vous pouvez remporter 2000, 3000, 5000, voire 10 000 euros si vous arrivez premier par rapport à la réalisation. Mais attention, notre état d'esprit n'est pas, on n'est pas, on va dire, on n'est pas dans l'argent. Le but, il y a un esprit. L'esprit, c'est d'arriver premier, c'est un fait, mais c'est aussi une rencontre. Comme on a parlé tout à l'heure, c'est une rencontre, un échange. On peut échanger des astuces, on peut échanger des logiciels qu'on peut utiliser, des algos, etc. Il y a quand même un esprit, un bon état d'esprit. Il y a beaucoup de discussions parce que pendant ces 3 jours-là, les compétitions, c'est vers la fin de ces 3 jours. Il y a quand même un créneau, on dort très peu, on discute, on échange. C'est un peu un gigantesque brainstorming. En fait. Exactement. D'accord. Et la question qui me taraude aussi, c'est dans ces démos parties, donc quand vous commenciez à coder, est-ce que vous saviez où vous allez? Est-ce que vous saviez quelle présentation vous allez faire, quelle symbolique vous alliez exprimer, Après, c'est quel message en fait? Bah, par exemple, dans notre groupe, et ça va faire plaisir à mon codeur et à la personne aussi qui travaille en 3D, donc je dis déjà bonjour, un petit mot à Vodk de chez X-Men et à Elflip, où on se prend la tête tout d'abord à faire un storyboard pour préparer notre démo. Forcément, ça demande une certaine organisation, parce qu'on ne peut pas se lancer dans une démo de 3-4 minutes sans une certaine organisation. Donc de mon côté, par exemple, on va dire, bah, toi tu vas t'occuper de la 3D, il faut que tu suives ce scénario-là, tu as tant de temps pour réaliser ce vaisseau, hein, Vodk, et à partir de là, moi de mon côté, par exemple, ça fait depuis 3-4 mois que je prépare notre nouvelle démo au POV des musiques, et je le poste sur notre forum privé, et à chaque fois j'ai des commentaires et ça avance comme ça, de fil en aiguille. D'accord. On arrive avec un produit fini. Il y a un autre point aussi, il y a des fast compos. Donc en revenant à ça un petit peu sur les fast compos, c'est réalisation sur place. Donc D'accord. fast du mot anglais qui veut dire composition rapide. Une thématique est lancée par les organisateurs et on a 24 heures pour réaliser en fonction de la thématique lancée. Ça peut être une thématique algorithmique, ça peut être une thématique politique, ça peut être tout et n'importe quoi. Et là, le codeur, le graphiste et le musicien doivent faire doivent faire une démonstration de force. D'accord. Alors pour faire un petit parallèle Oui. avec la culture otaku et geek, donc les geeks japonais, il me semble, c'est les otaku, c'est que dans l'esprit Demo Maker, vous êtes là pour une... Enfin, il y a une très grande dévotion à l'œuvre et une conviction que votre œuvre doit persister, en fait. Contrairement à la culture geek et otaku qui prend un produit et le jette tout après. Après la définition de geek ou l'otaku, mais la définition de geek, quelque part, un geek se dit, est-ce qu'un geek se dit geek? Déjà, je Oui, sais pas. bonne question. Dans la démocène, est-ce qu'on est des geeks? Oui, je pense. Oui, quelque part. On est passionné, on est scotché. On reste bloqué pendant 3 jours à dormir 3 heures, à dormir sous la table, même si c'est pas trop autorisé. Il y a des salles de repos bien sûr, mais on reste scotché. C'est un scotching. Pour moi, la définition du geek, c'est un scotché. C'est un scotché de sa passion et il va au bout de sa passion. D'accord, mais est-ce que tu es quand même d'accord que dans la scène démo, comparé à tout ce qui est production des otaku sur les blogs, c'est que tu as quand même une volonté pérenne que l'œuvre persiste dans le temps. Ah ça c'est sûr et certain. Si on fait ça, c'est pour avoir une marque. Il y a quand même bon, je vais pas dire ça va aller jusqu'à du narcissisme quand même, mais on a envie d'être là, on a envie d'être présent. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a une télévision, comme je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, sur internet, c'est demoscène.tv qui vous permet de regarder, qui vous permet de regarder en temps réel, en temps réel, de regarder les vidéos quand on était encodé en HD, de pouvoir voir ce qu'on a fait, c'est normal. C'est une appréciation de notre travail. C'est un travail imaginez-vous, c'est un travail de 4, 5, 6 mois, voire parfois c'est 1 an, voire 2 ans. Il y a un groupe français qui s'appelle Syndrome. Donc Gaël, par exemple, qui a développé un moteur 3D,
développer. Ça fait des années qu'il se prend la tête à développer son moteur et il le présente à chaque démo. Il y a quand même une pérennité, c'est sûr et certain. D'accord, donc c'est là qu'on arrive un peu à la notion d'artiste, Exactement. quelque part. Vous n'êtes pas des artistes... On est des artistes numériques. Ouais, voilà, C'est de l'art numérique. des vrais artistes Voilà. numériques. Et c'est pour ça que la Main, en 2010, c'était une partie du festival de l'octobre numérique de Arles. Et on a appartenu à cette partie-là. D'accord. D'accord. Après, la scène démo, il paraît, enfin j'ai lu en tout cas, que ça va inspirer le cyberpunk. Donc, est-ce que tu as un commentaire à faire là-dessus? Enfin, au sens où le cyberpunk, c'est un peu la personne qui a une grande capacité à manipuler les technologies, et, comme vous, dans les scènes de démo, et qui déclare une certaine unité avec la technologie. C'est la technologie est à nous, et la technologie nous aide. C'est C'est un ça. peu dans cet état d'esprit aussi? Bah oui, bien sûr, c'est dans cet état d'esprit parce que aujourd'hui, beaucoup de démo makers aujourd'hui en ont fait leur métier. Si déjà il y a l'esprit démo comme j'ai parlé tout au début, où aujourd'hui moi je revois des gens qui ont déménagé, qui habitent à Montréal, qui travaillent dans des boîtes de jeux vidéo, etc. Mais dis-moi. C'est sûr et certain que voilà, bon, l'état d'esprit d'évolution ou même le cyber, l'appartenance, oui, on a une appartenance. D'accord. Mais tu t'es rasé les cheveux? Ra, tu es Oui. de retour? Allô, Ra. Mais dites-moi, tu t'es rasé les cheveux pour être en cas? Bon, excusez-nous, hein, on vous écoutait pas trop, William et Thomas, on était en train de se battre avec le téléphone et Skype. Donc Olivier, je crois qu'on va devoir se contenter de ce son métallique, mais finalement qui n'est pas très éloigné des démo makers, non? Ah, pas du tout. Le Ra, c'est pour ça que je voulais attendre qu'il revienne pour définir vraiment le travail d'un graphiste et pas d'un infographiste, parce qu'un graphiste et un infographiste, c'est vraiment deux personnes distinctes. Donc Ra, je vais te laisser présenter ce que ça représente le graphisme. Ouais, vous pouvez imaginer qu'un infographiste de base utilise le plus possible les outils qui sont devant lui, principalement les outils que peuvent proposer Photoshop ou Paint ou d'autres trucs dans ce genre, alors qu'un graphiste, plutôt un artiste entre guillemets graphiste, infographiste, va chercher plutôt à travailler l'image, à travailler réellement d'une manière, on va dire, propre à lui-même, qui lui apporte un intérêt, va travailler cette image sans réellement utiliser de filtres, de couches, d'artifices et autres. Et c'est un principe un petit peu de tout simplement essayer de s'améliorer à la fois dans le dessin, dans le texturage, essayer de trouver le plus possible on va dire, de compétences, tout simplement. Alors que par rapport à l'utilisation au niveau de l'infographie générale, l'infographie design, c'est quelque chose qui est plus, on va dire, l'utilisation, le traitement de l'image, le traitement de la photo, un manque de création ou du moins une création limitée. C'est, on peut dire, la différence aussi entre un hobby et un travail quelque part. D'accord. Quelque part, enfin vous, les graphistes, recréent leur propre soft pour faire ce qu'ils voulaient faire vraiment. Enfin, ils s'encombraient pas du filtre Intel pour arriver à leur fin. Ils Non, codaient c'est pas- direct, non? C'est pas ce que je veux te dire, c'est plutôt par exemple, si nous, à notre époque, et encore plus à notre époque, je parle de 1990, dans ces parages-là, si tu devais faire que dans ton image, il y avait un soleil avec des reflets de soleil, etc., tu peux le faire très facilement avec Photoshop, mais par contre, réfléchis-y, fais-le sans Photoshop, D'accord. uniquement avec une tablette graphique ou une souris, et tu verras que c'est un peu plus difficile. Ouais, c'est vraiment l'aspect défi quelque part. Il y a le sens aussi qui est important, c'est le démarrage de zéro. C'est-à-dire que, par exemple, le rat, lorsqu'il va faire se dégrader pour le soleil, il va le faire au pixel près à la loupe. Il va D'accord. pas utiliser un filtre, c'est ça qui est important aussi. Et il doit présenter ses étapes aussi de travail. C'est-à-dire qu'on ne va pas présenter son image sur l'écran, il y aura une décomposition de toutes les étapes. Pourquoi? Pour prouver par A plus B que ce graphisme a été fait de zéro, à la main. D'accord. Oui, c'est il ça faut le but. imaginer qu'il y a très longtemps, l'apparition des scanners
permettait tout simplement de prendre une image et de la numériser. Et puis après, personne ne la connaît, c'est un artiste inconnu, eh bien, je vais mettre mon nom dessus, je vais dire que c'est moi qui l'ai fait. Ouais. Sauf que le problème du scanner, c'est de loin, on pense que l'image est bonne, et si vous prenez un coup de loupe, et vous allez voir qu'il y a un dégradé bizarre. Et c'est pas humain. D'accord. Voilà. Voilà, mais bon, même si néanmoins ce dégradé bizarre a des caractéristiques, etc., etc. Et donc les graphistes, si vous voulez, étaient beaucoup plus à l'époque tournés vers le pixel, et c'est, je pense pas dire de bêtises, mais les inventeurs du pixel art, à la base, c'était les demo makers. Tu peux définir la notion de pixel art? Je Bah, vois le pas trop pixel en art, fait. c'est justement avoir des contraintes. Quand on va sur des sites qui vous proposent du pixel art, ils vous disent que c'est une résolution précise de pixels, plus un nombre de couleurs précis, et évidemment pas d'utilisation de photos ou autre, etc. Ce qui fait qu'on arrive principalement à, quand on va chercher du pixel art, on tombe sur des caricatures genre, sans citer vraiment trop, Mario Bros. On tombe sur finalement un côté geek otaku dont vous parliez, mais la réalité du pixel art, c'est que c'est quelque chose qui date de l'époque où il n'y avait que ça, où l'époque où vos ordinateurs avaient une résolution d'écran, avaient une grosseur de carré des pixels qui était 6 fois plus importante. D'accord. Et hormis cet aspect graphiste, qu'est-ce que tu faisais, Ra? Ce que je veux dire, c'est par exemple, on a compris clairement que tu faisais tes images au pixel près, mais pour les animations, comment tu faisais? Est-ce que tu avais tes petits outils pour faire des Il y a animations ou tu faisais chaque image une par une? Personnellement, dans les animations, à ce que j'étais habitué, c'est un système de layer qui se trouve, je trouve sur Disney, je sais pas quoi, ou sur Deluxe Paint de l'époque, je sais pas quoi. C'est un système de layer qui vous permet vous faites un trait et vous le voyez sur la page d'après. Et donc vous pouvez le réutiliser ce trait, entre guillemets, il est opaque, vous pouvez pas y toucher, et il est sur la feuille d'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Image par image. Voilà. D'accord. Ouais, c'est vraiment du travail d'orfèvre au Mais c'est millimètre le près. travail, si vous voulez, on est lié au monde du jeu vidéo. Donc, au moment donné où il fallait être bon en pixels, bon pour des supports genre Game Boy noir et blanc, genre vos premiers ordinateurs d'il y a très 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 longtemps, il fallait faire des animations, image par image, et il y avait genre 7 images pour faire une marche. D'accord. Ah oui, ça On devait être pouvait le très très long passer, quand même. on pouvait le passer à 4 images, et là ça commençait à être un petit peu saccadé, et ainsi de suite. Alors, est-ce qu'à cette scène graphique, on peut associer une scène littéraire? Les chatteurs nous parlent de cyberpunk comme pendant littéraire à la scène des Nemo Makers. Ouais. Ah ouais, parce que j'en ai parlé, il y a un esprit, il y a un état d'esprit, il y a un message. Dans les démos, il y a un message. Ce n'est pas que un cube qui va tourner en 3D, c'est pas que le fait de se balader dans un monde virtuel. Il y a un état d'esprit. On dénonce de la politique. Il y a quand même de l'engagement. Ça, c'est important. Ton t-shirt en fait partie. Il en fait partie, oui. En quelque sorte. D'accord. 08 92 23 95 20 si vous souhaitez intervenir dans le cadre de cette émission, c'est Cyberculture, on est là jusqu'à 17h30. William est dans nos locaux avec un superbe t-shirt, je vous encourage à vous connecter sur icietmaintenant.com pour regarder tout ça. Ra est également avec nous, alors sur un filtre un peu anonymisant, hein, Ra. Non, ouais, ça fait limite que tu es dans tes toilettes. Hein. On a un peu ce sentiment. Donc, bon, manifestement, on peut pas faire grand-chose pour améliorer les choses. Hein. J'ai essayé de bouger tous mes boutons, ça ne fonctionne pas. 08 92 23 95 20. On revient juste après une petite pause musicale.
Radio Ici et Maintenant 95.2, on s'écoute un petit Rage Against the Machine, on revient juste après.
Rage Against the Machine, l'antenne de radio ici et maintenant avec Wake Up. Alors Ra, tu es toujours là? Bien sûr. Ok. On a une démo fameuse, une Amiga démo qui s'appelle Sanity. Tu y as participé, tu peux nous la présenter un petit peu? Le contexte, alors ça date de 93 manifestement. Ça date de 93, de fin 93. C'est une démo qui a été faite parce que nous rentrions dans un groupe allemand et nous étions français et on s'est dit on va appeler cette démo Arte en hommage à la célèbre chaîne franco-allemande. Ouais. Qui Et devait faire ses premiers pas d'ailleurs en 93, non? pas loin, enfin c'était Ouais. considéré comme une télévision avant-gardiste à l'époque. Tout à fait. Qu'il est toujours. Donc voilà, on s'est dit, pour une fois, on a l'opportunité de travailler avec des étrangers, des grands programmeurs et des gens très motivés à l'époque. Ouais. Et donc, on a fait cette démo-là, et cette démo n'avait principalement pas d'autre intention que de dire qu'on était dans ce nouveau groupe. Et finalement, de fil en aiguille, c'est devenu une très très grosse production dans le sens que ça nous a pris une petite année pour la faire. Mhm. Et ce qui était assez rare à l'époque, puisqu'il fallait manager en même temps du travail, en même temps des études. Évidemment. Tout ça. Et donc, au final, un an après, de 92 à 93, enfin non, de fin 92 à fin 93, on a travaillé sur cette démo. En 93, on l'a montré, et là, c'était un des moments les plus heureux de ma vie quand je voyais qu'il y avait une personne qui regardait ma démo que je venais juste de diffuser et qui venait juste de sortir. Alors la regarder, ça va être difficile à la radio. Par contre, on va l'écouter tout de suite. L'écouter. On l'écoute. Et justement écouter un module de l'époque. C'est-à-dire un module, c'est une musique. Ouais. Qui est faite par ordinateur. Est-ce que vous savez comment c'est fait les musiques sur ordinateur? Non, mais tu vas nous le dire. Est-ce que vous savez les musiques techno, etc. C'est des musiques sample Ouais. avec des canaux. Mhm. Là, il y avait 4 canaux, c'est-à-dire que vous pouviez mettre une batterie d'un côté, vous pouviez mettre une cymbale, batterie et cymbale ensemble, il fallait se débrouiller. Et puis après, c'était très dur de faire quelque chose de vivant, c'est très dur de faire quelque chose d'autre que de l'informatique. Enfin, côté numérique, techno. Ouais. Parce que justement, la fonction principale de ces musiques était d'être mis dans des endroits où ils avaient très peu de place. Donc, oui. Donc finalement, la musique que vous allez nous faire passer fait 150 kg ou 140 kg à peu près. Et donc c'était une musique qu'on diffusait là, comme l'évoquait William tout à l'heure dans les secteurs de boot des disquettes. Enfin là, celle-ci par exemple, quel moyen de diffusion elle a utilisé? Celle-ci, c'était une disquette sur laquelle il y avait 3 musiques. Ouais. Et il y avait l'équivalent de la taille entière de la disquette réservée à la programmation, pas à la programmation, au graphisme. Ouais. C'est-à-dire à mes graphes principalement, puisque j'étais le seul graphiste dessus. Ouais. Mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait un réel tour de passe-passe à faire que ça tienne sur une disquette entière. Donc ça s'appelait une démo. C'est une disquette de démo. Et les introductions, elles étaient faites pour être justement encore plus petites et tenir à la place du boot de la disquette, c'est-à-dire en gros le démarrage de la disquette, et qui permettait d'avoir une page avec des étoiles, avec un nom, un groupe, etc. Et c'était principalement pour des groupes de crack qui faisaient leur publicité pour voilà. Alors, on a tous le souvenir de petites démos. Au début, ouais, c'était l'équipe Paradox, moi je me souviens. Ah oui, exact, oui, tout à fait. C'était avec des musiques techno assez punchy. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est la musique. Là, on parle d'une musique qui fait 100K. Il y a aussi c'est une musique, on va dire, qui est moyennement lourde. On a aussi tout le principe des musiques qui sont dites cheap, c'est-à-dire des musiques qui font 4K. Ça s'appelle comment maintenant les musiques chiptunes? C'est des chiptunes, ouais. C'est chiptune. C'est un style aujourd'hui, un chiptune. Ça a un nom et ça a même une scène. Et qui tourne sur Paris en plus. C'est vrai? Ah ouais. Qui tourne, il y a des soirées chiptune. Bon, après, ils sont un peu cinglés parce qu'ils utilisent aussi des Game Boy, des tournées. Faut qu'on aille faire un reportage là. Oui, carrément, oui. Donc, on écoute Sanity tout de suite, on revient.
Radio ici et maintenant 95.2, des souvenirs là quand même, hein, non Olivier? Ah, c'est sûr. Mais c'est alors sur le chat, ça apprécie beaucoup, hein, ça groove, c'est le premier mot qui est venu manifestement aux auditeurs là qui nous suivent sur le chat de Radio ici et maintenant. Une histoire particulière à raconter, toi, William, t'as pas du tout participé à cette démo là? Ah, pas du tout, parce qu'il y avait énormément de groupes à l'époque, hein. Moi j'étais plus du côté de la scène Atari, Ouais. où une anecdote, j'en ai plein, mais surtout un groupe qui était sur Atari, c'était le groupe Echo. Ouais. Qui- ECHO? EKO. EKO, d'accord. EKO qui développait des démos un petit peu dans l'état d'esprit de Sanity aussi, hein, Mhm. où là, toujours pareil, une anecdote, on participait à des conventions informatiques dans le sud de la France. C'était à Mont-de-Marsan, c'était les fameux Place to Be, où là, on se retrouvait tous. L'anecdote, c'est j'ai jamais vu des gens aussi fous. Fous, au sens où du jour au lendemain, ils nous sortent une démo, on se dit mais c'est quoi cette démo? Ils arrivent premiers, c'est des challengers. C'était aussi très admiratif. Je vois. Voilà. Et il y avait vraiment à vous écouter un vrai respect, hein, entre Ah oui, les totalement. différentes Ah, teams. totalement. On n'était pas du tout dans la logique du marche ou crève ou du Non. je vais faire mieux que toi pour être. Mais il Il y avait il y a quand même le fait, je vais faire mieux que toi. Il y a le Oui. défi, il y a le challenge, il y a la compétition. non, mais c'est la compétition peut créer de la, Par enfin contre, il y a des peut gens- être créative. Par contre, c'est sûr qu'il y a des gens qui s'aimaient pas, ça je l'ai vu, hein. Ouais. Et alors, est-ce qu'il y a des faits d'armes particuliers justement entre cette guéguerre entre Amiga et Atari, ou c'est resté bon enfant finalement? C'est resté bon enfant quand même. On n'a pas fait de concours de crash compo. Seulement, Ouais. il y avait aussi des concours de crash compo pour casser les PC, hein. Et les ordinateurs. C'était surtout les PC qui prenaient énormément. Moi, j'ai un souvenir de ça. C'était à la Saturn ou à la Warhead en Ouais. Belgique, Ouais. où il y avait un concours de crash compo. On prenait l'ordinateur et on s'énervait. Il y avait une personne en face et on se jetait l'ordinateur. À la McEnroe, quoi. Voilà. C'était limite violent. D'accord, ok. Alors quelle est la possibilité aujourd'hui? Alors il y a du bon Amiga, Atari, ça tourne encore, hein, on trouve encore des machines. Est-ce qu'on développe encore ce type de démo, et quels sont les vecteurs de diffusion de ces démos? Bien sûr que il y a toujours de la création sur Amiga, sur Atari. Et après, le moyen de diffusion, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a un site internet qui s'appelle poète.net. Ouais, Il y a aussi un site internet français qui s'appelle demoscène.fr, ouais. qui permet de retrouver cet état d'esprit d'échange sur toutes les plateformes. Donc on a accepté le PC à un moment donné, hein, parce qu'il fallait bien passer à autre chose. Il y en a certains qui sont bloqués, c'est pas forcément bloqués, ils sont passionnés, ils restent sur leur plateforme et point. Ils voulaient pas passer sur le PC pour anti-Microsoft, etc. D'accord. Mais, Revenons un peu Ouais. sur ce passage délicat vers le monde DirectX et des cartes 3D. c'est ça, Je exactement. pense que Ra peut nous en parler, surtout pour le côté graphisme. Qu'est-ce que ça t'a changé? Je m'en rappelle un petit peu. Oui, ça a dû beaucoup de changer la vie quand on te disait, maintenant tu utilises cette carte graphique, maintenant tu utilises DirectX. Quelle était ta réaction? Qu'as-tu fait en fait? Bon, déjà par rapport à DirectX, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était à un moment donné l'apparition de la facilité de la 3D. Donc c'était principalement l'utilisation des moteurs genre 3D Studio Max, etc. Les créateurs, les logiciels créateurs de 3D. Bon. Moi, je me souviens d'une anecdote par rapport à l'apparition du DirectX et des cartes et des standards de cartes aussi. C'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, ça n'existait tout simplement pas. Et qu'on devait se débrouiller pour être compatible avec toutes les cartes du marché, etc. Et donc, nos programmeurs faisaient en sorte de créer un DirectX, de créer une norme même un petit peu avant l'heure. En fait, vous avez été précurseur par rapport à Microsoft sur leurs normes en fait. Vous les avez limite inspirés, je pense. Je dirais pas ça. Je dirais que Microsoft nous a inspiré nous, puisque Microsoft c'est un peu disons leur produit Windows, c'est un peu une usine à gaz. Pourquoi? Parce que il y a énormément de cartes graphiques, énormément de drivers, de produits à gérer et à faire en sorte qu'ils soient compatibles entre eux. Et donc finalement, nous au départ, Windows,
tournaient déjà, mais c'était des premières versions de Windows. Et Windows n'avait pas les capacités réelles à ce moment-là, dans le sens que vous achetiez votre ordinateur et vous étiez obligé d'avoir le CD d'installation de votre carte graphique, le CD d'installation de notre produit, et ainsi de suite. Et nous, de notre côté, on faisait en sorte que nos produits étaient testés sur toutes les machines possibles et inimaginables. Grâce à notre réseau, grâce à la scène démo, on avait accès à toutes les machines en fait. Et on faisait en sorte que ça marche sur tout ça. Et DirectX, etc., ce sont des normes justement pour uniformiser la 3D par rapport aux cartes graphiques, etc. Enfin, je pense pas que je dis des bêtises. Oui, Non, pas du tout. Non, c'est ça. Non, mais c'est surtout avant l'apparition de ça, les cartes graphiques étaient, on va dire, cloisonnées parce qu'il n'y avait pas une certaine puissance, il y avait une limite. Ils avaient une limite quoi qu'il arrive et tout le monde était égal. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Parce que, par exemple, il y a une personne qui va avoir une carte graphique à 300 € et une autre personne une carte graphique de base à 50 €. Bah, ça sera pas la même puissance. On va regarder une démo, bah, ça va entre guillemets laguer. C'est-à-dire que l'image ne va pas être à 25 images par seconde, mais à 10 images par seconde, et ça va être pas possible. Aujourd'hui, les développeurs font le nécessaire pour que ce soit compatible pour tout le monde. Rétro-compatible en gros. Voilà, exactement. Mais il y en a certains, ils cherchent pas à comprendre. Hein. Ils vont commencer à mettre 50 effets. On va parler de shader. Ça, c'est important. Shader. Les shaders. Ouais. Shader, c'est Shader 3.0, bon c'est une norme on va dire. Les dernières cartes vidéo puissantes ont cette capacité de. Le shader c'est quoi? Ça va par exemple ça va permettre de mettre un effet spéciaux sur l'ensemble par exemple d'un cube, mettre un effet de lumière, de lensflare, etc. Par exemple les effets qu'on va voir sur Photoshop par exemple, prenons un exemple simple, un effet de lumière, d'explosion, etc. Cette carte là va gérer. Oui. Grâce à DirectX, c'est bien sûr le pont qui va se faire sur cette carte vidéo. Oui. Voilà. Je vois. Alors j'aimerais. Et donc le faire directement sans utiliser de ressources machines. C'est-à-dire en fait, ce qui vous décrit, c'est un peu l'univers des créateurs de jeux vidéo. Donc quand vous devez faire de la programmation en jeux vidéo, vous devez connaître tout ce que finalement nous on connaît et en fait, on peut dire que c'est devenu à moitié un passe-temps, et puis pour certaines personnes qui sont déjà dans le jeu vidéo et qui montrent leurs capacités, qui s'améliorent, c'est un peu une ça c'est sorte de R&D. Ouais, et ça c'est un petit peu finalement la façon dont se sont recyclés, c'est pas du tout péjoratif hein, quand je dis ça. Attention, il n'y a pas de recyclage. Non, mais voilà. Il y a un choix. Moi, pardon, j'ai fait le choix de passer sur PC parce que j'avais besoin d'avoir des moyens d'expression plus importantes. Il y en a certains, ils ont voulu rester sur Amiga ou sur Atari, je les respecte totalement. Et aujourd'hui, dans les congrès informatiques, ces gens-là présentent des choses, on les applaudit, ils gagnent des prix et on est fiers d'eux. Non, j'en étais à la professionnalisation, un type de professionnalisation possible de ces gens qui ont œuvré dans la démo scène dans les années 90 et qui aujourd'hui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo. Oui, j'en ai. Voilà. Ce que je disais, excuse-moi, c'est R&D, ça veut dire recherche et développement. Ouais. Et c'est un secteur qui est dans le monde du jeu vidéo ultra important. C'est ce qui permet d'avoir des arbres qui vont repousser tout seuls, ou alors que vous pouvez tirer dessus et la branche tombe. Et en fait, c'est des mini-démos. Ce sont des programmeurs qui doivent être astucieux, tout simplement pour pouvoir avoir quelque chose de mieux que le voisin. Alors j'aimerais revenir à ce que disait William tout à l'heure par rapport aux scènes démo qui à l'époque ou dans les années 90 donc étaient associées au LAN party. Tu as bien dit ça, William? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que ça pouvait être associé au LAN. Ça pouvait être associé, mais parfois, ça dépend. Mais c'est pas qu'on voit mal les choses, mais lorsqu'on va dans une convention informatique pour présenter des démos, on n'est pas là pour entre guillemets jouer aux jeux vidéo. Bon, après, on peut jouer pendant 3-4 heures parce que on n'a rien à faire, etc. Mais il y a quand même l'état d'esprit de je suis là pour la démo. Point. Et juste le truc que je voulais essayer de mettre en avant, c'est que là aujourd'hui, les LAN parties ressemblent plus à des conventions marketing associées à des éditeurs de jeux vidéo. Est-ce que c'est pas ce à quoi a échappé finalement la démo scène ou ce à quoi n'a pas voulu se prêter la démo scène et qui expliquerait aujourd'hui qu'elle serait au final toujours un peu plus underground
underground que des démos, enfin que des scènes LAN party par exemple. Bah, ça dépend après, c'est la recherche de sponsors, comme il y a pu avoir par exemple pour certaines coding parties, comme la main par exemple, on a trouvé des sponsors de la région, etc. Des magasins informatiques, No Life par exemple, qui a mis en avant ce que nous représentons. Alors pourquoi c'est mort No Life justement? Ça je sais pas. Le présentateur, je l'ai vu le cours pendant un apéro d'Emocène. Je sais pas pourquoi ils ont raté l'émission en temps réel. Donc ce serait une autre question à se poser dans une émission future. Effectivement. J'avais essayé de le contacter, j'ai eu aucune réponse. Donc, et la démocène aussi, c'est quelque chose d'assez underground. On veut conserver cette partie-là. Quand j'explique à certaines personnes ce que ça représente, on me prend pour un barge. C'est vrai. Ils comprennent pas, donc je suis obligé d'expliquer, décortiquer, leur expliquer ce que c'est, ce que ça représente. Un programmeur qui devient un artiste, c'est bizarre. Oui. Bah, c'est vrai que oui, naturellement, on a tendance à pas l'envisager. On voit des lignes de code qui défilent comme ça, mais t'es au travail, tu fais quoi? Non, c'est pour faire un cube en 3D avec des lumières de partout, ça va exploser, c'est génial. En parlant de lignes de code, justement, on nous demande sur le chat, et je crois que vous l'avez déjà abordé, vous codiez en assembleur, non? Atari Amiga, ouais, c'est assembleur. D'accord. Assembleur ou astuce assembleur. Astuce assembleur. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui utilisaient, on va dire, par exemple, des logiciels de basique mais poussés, et qui utilisaient des lignes de code assembleur pour accélérer, on va dire, le processus de leur démo. D'accord. Une aide, c'était un coup de patte. J'entends. Mais la plupart des démos, c'était assembleur. Pourquoi? Parce que l'assembleur, comme vous le savez, bon, je l'explique, c'est quand même le langage le plus près de la machine. Bas niveau, ouais. Voilà. Et qui permet d'avoir un code dit optimisé. Si vous faites ça, si par exemple vous allez faire votre démo en basique, ça va être énormément lourd. Pourquoi? Déjà à la base c'est un langage interprété. Oui. Alors que l'assembleur c'est pas un langage interprété, c'est un langage compilé. Juste. D'ailleurs j'ai une anecdote à propos de l'assembleur. C'est l'assembleur, bon, c'est réputé comme être le truc le plus difficile, etc. Ouais. Et à côté de ça, il y a aussi pour ceux qui programment le C, le C++. Et en fait, le C, le C++, quand vous enregistrez réellement votre programme, va vous le transmettre en assembleur, va vous le créer en assembleur. Ce qui fait que c'est quelque chose de très rapide. Et beaucoup de gens maintenant utilisent du C, du C++ même pour faire des démos. Mais néanmoins, moi j'ai une anecdote par rapport à ça, c'est que j'avais un ami qui s'amusait à comparer ses routines. Il faisait la même chose en C, C++ et la même chose en assembleur. Puis il comparait le résultat assembleur grâce au C++. Et donc il avait d'un côté sa routine à lui, et il voyait les optimisations que faisait le C++ ou les défauts qu'avait le C++. Donc c'était un petit peu, c'était des barges, oui. Mais aujourd'hui, le langage le plus utilisé pour les démos, c'est C++, avec toujours quelques routines en assembleur pour s'aider. Mais vu la puissance des PC, les cartes graphiques qu'on a parlé tout à l'heure, c'est plus simple. Alors on parlait tout à l'heure aussi de ce lien évident entre les démos qu'on pouvait trouver sur des cracks qui étaient édités par certaines teams des années 90. Comment ce lien s'est fait entre crackers et demo makers qui pouvaient justement s'assembler sur un produit où on avait un truc assez sympa avec une musique et du graphisme sympa avant de craquer son logiciel préféré? C'est pas vraiment un lien, c'est un détachement. C'est-à-dire qu'au début, il y avait que du crack 3. Et qu'à un moment donné, il y a certaines personnes qui se sont dit, tiens, si on faisait quelque chose de l'art, d'accord, numérique. D'accord. C'est détaché. Il y a des personnes qui sont restées même aujourd'hui dans cet état d'esprit, et d'autres personnes qui ont dit, ok, cet état d'esprit, ça m'intéresse pas, sauf s'ils le cachent bien. Ouais. Voilà. Et, parce qu'il y en a qui le cachent. Je n'irai pas plus loin par rapport à ça. Tu dis non. Non. Non, on va pas rentrer dans les délires de Anonymous. Par rapport à ça, c'est un détachement tout simplement. D'accord, donc à la base, il y avait un lien et les demo makers se sont émancipés en gros. Il y en a certains aujourd'hui qui travaillent paradoxalement, des gens qui craquaient les logiciels aujourd'hui, travaillent pour le jeu vidéo aujourd'hui. D'accord, évidemment. Alors, est-ce qu'on peut faire un état des lieux de la scène demo maker aujourd'hui, où s'exprime-t-elle d'ailleurs? Alors sur le net, tu nous as cité deux sites, mais j'imagine qu'il y a des forums plus spécialisés, des canaux IRC
peut-être? Il y a tout sur IRC, il y a dièse démo FR si ça existe toujours. Il y a des forums, comme j'ai expliqué avec demoscène.fr. Là, il y a un forum, on peut discuter. Si vous êtes programmeur par exemple, que vous avez une envie soudaine de faire de la démo, je vous invite à aller sur ce forum. Les gens sont super accueillants. De temps en temps, on fait des apéros Demoscène, donc on discute. Alors, qui se passe où plutôt? C'est quoi? C'est des cafés? C'est sur Paris. Ouais. Et même parfois, c'est organisé par une team qui s'appelle Pop City Team. Pop City, ouais. Et ils organisent tous les 6 mois une espèce de conférence qui s'appelle Demo in Paris. Ouais. Qui d'ailleurs, à la fin du mois, fait une soirée démo au bateau phare. Au bateau phare, donc, très bien. Je sais plus, je crois que c'est le 24 février. Je vous invite, donc il y aura projection de démo avec des lives de musiciens. D'accord. On a un endroit sur internet où on peut vous tapez Demo in Paris sur Google. Très bien. Et logiquement, vous allez avoir l'événement. Ok, cool. 08 92 23 95 20, on se retrouve juste après ça. Alors effectivement, la Popsy Team a son site, c'est popsyteam.org. Alors déroulement de la première édition avec une vidéo de la soirée. Alors je sais pas si on peut la passer. Tiens, je vais voir ce que ça donne. Allez Coco. J'adore les trucs pas radiophoniques du tout. Ouais, mais t'as pas enclenché le son. Là. Mais si. Non. Mais donc, si. ça c'était organisé à la cantine métro Grand Boulevard. Ouais, il y a le présentateur de No Live d'ailleurs. Donc là c'est une conférence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'état où on va présenter une démo, c'est des personnes qui vont présenter comme un petit peu maintenant qu'on présente la musique, la démo, qu'est-ce que c'est. Ouais. C'est aussi un rassemblement pour se retrouver. Et c'est moi franchement j'y serai le 24, donc je vous invite à venir. Il y aura d'autres bien sûr Demo in Paris et c'est fortement intéressant. Alors juste pour le déroulé de la soirée, c'est Demoscène, Commodore 64 et Amiga avec Jeffrey d'Amiga Vibes. Alors tu connais Jeffrey d'Amiga Vibes? Oui. Il fait quoi ce garçon? Je sais plus. Oui, je le connais, mais en sens, je croise les gens. D'accord. Alors, on parlera. Enfin, il y aura également de l'Amstrad CPC, du CPC+. Il y aura de l'Atari ST, la diffusion de démos PC récentes. Donc là, véritablement, on aura un florilège complet de ce qui se fait sur la scène démo. Alors, il y aura un concert de Moon Nouve. C'est ça. Ouais. Par contre, je le connais. Ouais. Et des graphes de Mad. Alors Made, pardon. Made, un graphiste aussi. Hein. Alors qu'est-ce qu'il fait Made? Au fait de Made. Comme Ra en fait, ils ont deux styles différents qui se vaut. Très bien. Donc c'est sur popsyteam.org, ce sera le 24 février à Paris. William y sera. La démo est rigolote. Surtout, on a l'occasion d'avoir un son pur. C'est du son cheap. Hein. Ouais, c'est ça. C'est comme tu l'évoquais tout à l'heure, du son cheap. 08 92 23 95 20. On vous attend sur l'antenne de radio ici et maintenant. Profitez-en. Alors là, si j'ai bien tout compris, et tu confirmeras, William, c'est donc là un son de Mounouf qu'on entend. Normalement, oui. Ouais,
c'est bien ce que j'ai cru comprendre. Alors, il y a eu la démo scène sur Atari, il y a eu la démo scène sur Amiga, il y a sur les PC récents, et puis il y en a d'autres, hein, les autres machines alternatives, alternatives pas forcément, mais Commodore 64, et même les machines qui n'existent même pas. C'est des machines construites en carton, les gens arrivent, ils me présentent, et on hallucine. D'accord, mais ça veut dire qu'ils ont recréé leur truc, ou ils sont allés pécho des composants, C'est ils ça. ont monté Il y a leur- même des démos sur Amstrad, CPC, on pensait que ça pouvait pas fonctionner comme ça, là... Eh ben si. Voilà, Eh ben, voilà. si. Et il y a aussi la possibilité de détourner des objets qui sont fournis en standard avec certaines consoles de jeu. On parle Ouais, du Kinect notamment. Ouais. Là, c'est la mode un petit peu en ce moment, c'est faire de la motion capture. Donc, définition de motion capture, c'est vous vous mettez devant la caméra et ça va reconnaître vos mouvements. Donc, les enregistrer. Donc, il va reconnaître votre squelette. Imaginez-vous un squelette qui bouge et qui va reconnaître vos mouvements de bras, etc. Et on enregistre tout cet ensemble, toutes les coordonnées, et à partir de là, on peut se permettre pour un budget modique de 150 euros, parce que je vous rappelle quand même que la motion capture, c'est pas donné à tout le monde. Un matériel, c'est à peu près entre 50 000 et 60 000 euros le D'accord, matériel. ouais. Pour mettre les fameuses boules sur le visage pour reconnaître les coordonnées. Et aujourd'hui, il y a des logiciels qui permettent. Microsoft faisait un peu la gueule au début parce qu'ils dit non, j'ai pas envie que vous détourniez ma Kinect. Ouais. Donc on explique non, vous inquiétez pas, c'est juste pour faire de la motion capture. Et ces logiciels, ils sont accessibles à Ils tous. sont accessibles à tous sur Internet. Vous cherchez, ça se trouve très facilement sur Google. Donc Kinect, motion capture et voilà. Tu continues de suivre Olivier, Ra, tout ça? La motion capture, non, Ouais. pas du tout, parce que ça nous enlève directement le pain de la bouche aux animateurs sans façon, quoi. Merci. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de chômage en France, c'est la technologie. T'y vas fort là. Et comment t'envisages le futur de la démo, Ra? Enfin, surtout dans le graphiste. Personnellement, que ce soit dans les trois pôles, ce que je voulais dire, c'est que déjà, c'est pas mort c'est pas un concept mort en soi, c'est un concept qui est beaucoup plus encore underground qu'avant. Mais carrément, ouais. il y a un avantage à le faire, et c'est pour ça que je pense qu'il a encore un petit peu d'avenir. C'est que les seniors qui ont fait des démos il y a très longtemps, maintenant sont des bons postes bien placés dans de la création, et finalement vont de temps en temps dans les démos parties et font du recrutement D'accord. pour directement engager des gens, etc. Ça, c'est pas mal. Mm. Et dans le futur de la démo, si vous voulez, on se rapproche, on a perdu de plus en plus l'objectif du jeu vidéo et on est beaucoup plus dans l'objectif du clip vidéo. D'accord. Et donc finalement, on peut du clip vidéo interactif qui sert à faire des soirées où il y a des animations, vous voyez ce que je veux dire, en rapport avec la musique. Mhm. Donc tout ça fait que on est toujours réellement existant, mais on est aussi considéré comme une source par pas mal d'autres petites scènes. Et même parfois, il y a des artistes connus comme Massive Sound System ou Emotep de IAM qui peuvent venir voir ce qu'on fait parce que c'est intéressant. Ça intéresse tout le monde. Donc on peut avoir une scène de vidéo, enfin de moyen métrage, court métrage. Oui. Bien sûr, Oui, c'est le but. c'est le but. Ouais. Excellent. Alors quand Ah, vous dites c'est- c'est le but, ça veut dire que c'est émergent et Ah que ça n'est pas encore. C'est par le principe même de la diffusion. Je m'explique. Normalement, Ouais. à la base, il y a deux catégories de démos. Il y a les catégories de démos qui sont tournées vers la machine et les capacités de la machine. Oui, on l'a compris. Alors ça c'est au tout début. Mais le problème, c'est que finalement, c'était pour des machines d'il y a 2 ans, par exemple. Ouais. Tu vois, et qui t'optimisait pour ça, qui permettait de vraiment, tu avais quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, quand tu le regardes, tu vas pas chercher à le faire tourner sur ta machine, tu vas prendre un player, tu vas prendre YouTube, tu vas prendre D'accord. Dailymotion, je sais pas quoi, et tu vas regarder ta démo directement comme ça, et finalement, c'est plus qu'une vidéo, quelque part. Mhm. Ça dénature complètement le produit en soi, mais l'avantage, c'est que il y a beaucoup plus de gens qui voient ce que l'on fait, et de là aussi, les créateurs de démos font tourner exclusivement leur démo dans le principe, enfin, on va dire ça, dans le principe de plaire à l'auditeur, Mhm. et pas l'auditeur, à celui qui va le Ouais, voir, ouais. excusez-moi, au spectateur,
et finalement de plaire de la même façon qu'un clip vidéo. Et au final, on se retrouve avec des démos qui vont parler de tel sujet, des démos qui vont parler de tel autre, voire des démos qui ne vont parler évidemment que de la capacité technique. Alors justement, le sens politique qu'évoquait William tout à l'heure, est-ce qu'il est toujours présent ou il s'est effacé face justement aux nouveaux défis techniques liés aux nouvelles machines et peut-être une tentation à aller toujours plus loin dans l'hyperréalisme par exemple, puisque les machines ont tendance à de plus en plus le permettre. Est-ce que c'est toujours un mouvement politique au sens propre du terme? Comme il n'y a pas de chef, il n'y a pas de responsable. Il n'y a pas de leader. Ouais. Voilà, vous pouvez faire des démos interdites aux moins de 18 ans, comme des démos complètement libres, voilà, et voire vous n'aurez aucun enfin pas de copyright, mais aucune killer. Aucun tabou. Ah, moi j'ai une anecdote là-dessus. Il n'y a aucun contrôle. De ce qui peut être produit. Il n'y a aucun organisme de contrôle qui va vérifier ce que l'on fait. Ça j'entends bien, donc ce qui vous rend d'autant plus libre et ce qui permet d'exprimer, et d'ailleurs c'est toute la définition de l'artiste en fait. Vous êtes véritable. J'engage les gens à aller voir les démos, etc. sur YouTube, sur demoscene.tv, etc. Il y a des chaînes spécifiques YouTube où on peut voir des démos ou c'est un petit peu balancé à tort et à travers? Moi je pensais plutôt pour vraiment une première approche, c'est d'aller sur Demoscene TV. Ouais. Où là tout est cadré. Parce que vous allez sur YouTube, ce sera peut-être pas forcément ça, parce que sur Demoscene TV il y a vraiment l'état d'esprit qui est là. Alors tu avais une anecdote, tu nous disais? Non, c'était par rapport au choc. Ouais. D'une vision, c'était une wild compo, donc c'était une espèce de composition sauvage qu'on avait fait à l'époque, une vidéo. On l'a présentée dessus, bon, il y avait des vidéos à caractère pornographique, et certaines personnes n'étaient pas contentes parce que leur wild compo n'a pas été, on va dire, autorisée à être diffusée, alors que nous, on s'était permis des choses bien sales. Et derrière ça, ils sont rebellés, ils avaient une espèce d'écran LED, si vous voulez les écrans LED, et ils avaient mis un message en anglais, c'est dégueulasse, ils n'ont pas passé notre wild compo, alors qu'eux, ils ont fait une grosse vidéo porno, c'est pas bien. Je vois. C'est méchant. Et t'as une anecdote sur des vidéos auxquelles tu aurais contribué, Ra, et qui auraient été, qui auraient choqué plus que d'autres? Moi, dans une de mes démos, une de mes deux grosses démos principales, la deuxième, j'avais fait une personne qui se dévêtissait. Oui. Mais je l'avais fait en 3 images et c'était issu d'une bande dessinée et donc quelque part c'était plutôt le challenge pixel qui m'intéressait. C'était du graphe bien fait avec énormément de difficultés dedans pour l'appliquer, etc. Et en fait, je me suis aperçu 10 ans après qu'il y avait des gamins qui regardaient ma démo et qui avaient des drôles de réactions. Je vois. Un petit peu comme ils vont mater du porno sur YouPorn, d'accord. Parce que c'était les choses qu'ils regardaient, c'était voilà, et puis qu'à ce moment-là, évidemment, il n'y avait pas toute l'internet, tout simplement. Alors Captain Igloo là sur le chat nous dit avec la puissance des machines de maintenant, il y a une espèce de saint graal de la démo touchée à l'hyperréalisme. Est-ce que c'est une tendance de la scène démo aujourd'hui? L'hyperréalisme? Ouais. Bah forcément, parce que c'est pas forcément, mais sur PC, si on commence à faire une démo qui vaut une démo Atari, il y a un problème. Ouais. Et après on se fait. Dans le sens artistique. Voilà, mais si après on se fait cracher dessus, c'est n'importe quoi, virtuellement parlant. J'entends bien. Non, mais donc c'est simplement aller au bout de ce que permet aujourd'hui les PC. Les PC. Voilà, j'entends bien. On est toujours dans ce défi d'utilisation maximale de la machine et de ses possibilités. Ra, dans une de tes vidéos, alors il me semble que c'était dans le groupe Noon, il y a une abeille avec plus de 23 000 polygones à un moment. Tout à fait. Comment vous avez réussi ce tour de passe-passe? Parce qu'il me semble même qu'à l'époque, DreamWorks n'était pas arrivé à un tel niveau. Enfin, c'est assez impressionnant. Enfin, je l'ai fait tourner vraiment en temps réel chez moi, cette vidéo. C'est vrai que l'abeille, elle en jette quand même. Déjà, en réalité, toutes les faces qui ne sont pas visibles ne sont pas affichées. Oui. Donc, l'abeille fait en lui-même 23 000, etc. Mais en réalité, il y avait, on peut dire, 8 000 faces à 10 000 faces affichées en même temps. Mais si vous preniez
c'était la meilleure routine 3D du moment. C'était la personne qui a fait ça, et les deux personnes qui ont fait ça, c'était deux pointures. L'un d'eux, en ce moment, fait voler aux Airbus. Ah ouais, carrément. Oui, il est Lequel? Je veux savoir. chez- Je ne veux pas le prendre. électronicien chez Airbus, et en fait, il fait l'électronique à bord. Ouais, bon, ça va. On a confiance dans une personne comme ça pour les avions. Ça va aller. Donc, c'était une personne qui faisait des démos avec moi, et ainsi de suite. Et je le salue bien, Karl. Voilà, euh, c'est un support de passionnés, tout simplement. Alors je suis déçu parce que sur la Pop City, il y a des forums et manifestement il faut avoir un compte pour y accéder. pour pouvoir voir ce qui se raconte. Ah, bah après, comme je dis, il faut aller sur DemosNFR où là, Mm. c'est un peu plus, on va dire, large. Très bien. Et Demoscène TV, alors s'il y en avait une à regarder là pour terminer l'émission ou en tout cas à écouter. Bah, je dirais ma démo parce que je suis un peu. Alors vas-y, c'est où? Allez. Comment Non, elle s'appelle? Non, faut aller sur YouTube. Ça s'appelle Refil, R-E-F-I-2-L. Alors plus loin, attends. X-Men. Refil, F-I-2-L, Ouais, et plus loin, X-Men. X-Men. Normalement, il y a YouTube qui va. Ah, voilà, c'est ça là. Main 2010, Refil by X-Men. Celle-là. Voilà. Ok, eh ben c'est parti. C'est parti. Donc ça, c'est une démo PC. Ça, c'est une démo PC, ouais. Donc, ma musique, composée sur PC, et réalisée, donc toute la 3D est réalisée sur Lightwave, donc c'est l'équivalent de 3ds Max. D'accord. Cette démo pèse 30 mégas. Donc là, bon, c'est la vidéo. Bon, la vidéo va peser par exemple 300 mégas, mais là, c'est vraiment le code source pèse 30 mégas. Donc c'est 5 mois de travail. 5 mois de travail. Ouais. Alors tu peux nous la raconter là, on voit une sorte de désert là, on est où? Dans un flux de bière. Ah, Donc là, on se balade dans le pipeline de bière. Bon, ça, c'est le principe du tunnel aussi dans la démo, parce qu'on aime bien les tunnels. Donc là, on est dans la pipeline et on va sortir forcément dans un bar. Donc là, on peut voir, là, il y a des effets de shader pour représenter l'espèce d'effet de fumée. Oui. Donc là, ici, il y a aussi un travail de shader pour faire une espèce de fluide. alors la musique c'est qui? C'est de moi. C'est toi aussi. Ah, c'est ma musique, ouais. D'accord. Donc cette démo est arrivée première en démo à la main 2010. La musique, c'est entièrement du Cubase ou Non, comment non, là, tu l'as c'est fait? non, ça c'est en partie, c'est du Reason. C'est du Reason. Donc j'ai un clavier maître, je compose. Bon, c'est pas un amas de samples. Il y a vraiment de la composition derrière. Il y a un travail de fond et aussi de synchronisation. Parce que la musique, elle n'est pas originale. On a dû synchroniser avec l'ensemble de la démo forcément pour qu'elle soit regardable. D'accord. D'où le fait qu'on est arrivé peut-être première. Donc là, c'est toute la 3D de la partie du bar, elle a été réalisée par Vodka de chez X-Men, D'accord. qui travaille même actuellement sur notre nouvelle démo. Là, j'en dirai pas plus parce que j'ai un petit peu sorti les choses tout à l'heure avec la motion capture, mais à partir de là, on se reverra à Marseille pour normalement la prochaine main qui va se dérouler. D'accord. Vous suivez, vous suivez mutuellement Ra, William là Ouais, on se discute sur Skype, on se voit de temps en temps dans les coding parties, on boit des coups, on s'échange nos vies, qu'est-ce qui se passe. Voilà, quoi, Et vous avez un regard critique sur vos travaux respectifs? Oui. Tu me dis c'est de la merde, c'est de la merde. Hein. Moi je respecte les gens qui aiment pas ce que je fais. Hein. Non, mais en général, c'est toujours de la merde. Ouais. Je vois l'ambiance. Non, on s'aime bien. Bon, en tout cas, c'est très beau. C'est très impressionnant là, avec la lumière dans le fond. Ouais. Donc ça c'est réalisé en temps réel. Donc donc mon programmeur qui a fait aussi une partie de visuel. Donc c'est Elflip, Thomas de son prénom. Qui habite juste à côté de moi, donc ça félicite en même temps le travail. Et mon graphiste, bien sûr, le graphiste 3D est sur la région lyonnaise. D'accord. Donc il y a quand même, on peut travailler à distance sans problème. Donc monter des groupes de démos, vous êtes les bienvenus. Et vous n'avez pas un site à vous? Là on est en train de le monter, on a un site caché parce que c'est le forum, on s'échange nos astuces Ouais. de notre travail, mais on aura normalement un prochain site qui va sortir et les gens de la démo scène seront informés.
Très bien, alors c'était X-Men, Refil. Voilà. Merci à vous deux, Olivier Béchard, Ra, merci, et William, d'avoir étraîné ce premier numéro de Cyberculture. Donc on rappelle, 24 février, et c'est où déjà? C'est le bateau phare. Ah oui, c'est au bateau phare. Au Ouais. bateau phare. Au bateau phare, convention d'Hémocène, où voilà, je vais pas revenir dessus. Vous allez sur la Pop City, vous aurez un petit peu le déroulé de la soirée. Merci donc à tous. Je veux juste passer un petit Vas-y, mot. vas-y. Là, je viens de sortir un site pour les gens qui sont un petit peu artistes, qui ont besoin de mettre en avant leur contenu. Ça s'appelle legeeker.fr. Vous avez votre blog gratuit. legeeker.fr. Excellent. Donc c'est Voilà, une plateforme de blog. Voilà, exactement, gratuite. Legeeker.fr. Exactement. Tu peux juste épeler Geeker. Alors Legeeker. Très bien. Mais er.fr. Merci William. Merci Olivier. Salut. À bien- Salut, à bientôt. Ciao. Allez, ciao. Démo. Salut. Radio Ici et Maintenant 95.2. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission sur le chat, puisque vous avez été plutôt pas au téléphone, mais c'est pas grave. Cyberculture, c'est fini. On se retrouve dans un mois. Dans quelques instants, c'est Santé et Spiritualité que vous retrouvez sur l'antenne de Radio Ici et Maintenant. Antenne 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 de Radio Ici et Maintenant.